Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Société. Les examens à peine terminés, pas le temps de souffler pour les étudiants. Une nouvelle étape importante se profile pour eux. Se loger, un véritable casse-tête généralement entre difficultés administratives, d'organisation ou encore financières pour la plupart. Pourtant, vous allez le voir, des solutions existent et elles sont nombreuses et notamment à Saint-Quentin en Yvelines. Pour en parler, 4 invités avec moi ce soir. Laurence Cousin, la directrice d'Yvelines Information Jeunesse, Paula Deberly, directrice de l'Habitat pour Saint-Quentin en Yvelines, Denis Gézégou, responsable de l'agence Chevaleret pour Espace Cils et Isabelle Etienne, chargée de mission Yvelines pour Ensemble de Générations. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. On le sait, c'est souvent très compliqué de se loger quand on est étudiant, on ne connaît pas forcément toutes les démarches à faire, on est parfois loin de chez soi, on a peu ou pas d'argent et le manque de logement peut vite effrayer et pousser à faire n'importe quoi. Alors ça, c'est pour la partie très sombre du tableau. Vous allez nous rassurer tout de suite. On va commencer avec vous, Laurence Cousin. On va le dire tout de suite à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, avec un peu d'organisation, un peu de savoir-faire et de méthode. Tout le monde aura un logement d'ici le mois de septembre. Oui, on va être optimiste, effectivement. À partir du moment où on est organisé et qu'on s'y prend suffisamment tôt, on peut trouver un logement, bien entendu. Alors, on est là fin juin, les examens sont terminés. Est-ce qu'on rentre dans la période un petit peu compliquée? Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Est-ce qu'il faut s'activer immédiatement pour les... C'est la bonne période pour commencer à faire les démarches. Notamment, on attend souvent des réponses pour les étudiants de l'année à venir. Donc, c'est le moment où on commence à se positionner sur un logement. Alors, ceux qui n'ont pas encore commencé leur démarche, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les premiers réflexes à avoir quand on commence de zéro? Qu'est-ce qu'on doit faire la première fois? Déjà, quand on est étudiant, il y a le fameux DSE, le dossier social étudiant, où on invite l'étudiant à se positionner sur des résidences universitaires, pour ceux qui font le choix des résidences universitaires publiques, et à la fois aussi une demande de bourse, puisqu'il y a une double demande. Donc là, il y a un calendrier à respecter, puisque de mémoire, c'est fin avril, la deadline pour exprimer ses vœux. Donc c'est déjà en amont, vous voyez, juin, donc il faut déjà avoir fait en amont des démarches. Après, moi, je représente le réseau Information Jeunesse, donc au niveau des Yvelines. On peut venir vous voir. Mais voilà, pour ceux qui viennent en province, qui viennent étudier sur la région parisienne, il y a un réseau national, il y a plus de 2400 structures Information Jeunesse. Nous, sur le département des Yvelines, on édite un guide qui s'appelle Se loger, où tous les jeunes, qu'ils soient étudiants ou qu'ils aient un autre statut, ont les informations sur les dispositifs existants et les possibilités d'hébergement sur le département des Yvelines. Ceux qui souhaitent se déplacer pour venir vous voir, vous êtes ici, pas très loin? Exactement, depuis janvier 2016, on est à 3 parvis des Sources à Montigny-le-Bretonneux, au pôle jeunesse. Paula Deberly, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de se loger dans le parc public avec le Crous, ou alors maintenant, si on cherche des logements maintenant, il faut cibler le secteur privé? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a, sur 50 ans en Yvelines, il faut savoir qu'on a doublé les capacités au niveau des logements étudiants depuis 2-3 ans, avec des livraisons qui ont eu lieu, notamment l'année dernière, 300 logements étudiants sur la résidence du Vélodrome, une résidence jeunes actifs qui a ouvert ses portes également en septembre dernier de 183 logements et qui s'adresse notamment aux apprentis ou aux jeunes actifs. Et puis, concernant cette année particulièrement, on a la résidence de la Verrière, qui est une résidence donc, qui est à tarif social et qui aujourd'hui a encore des disponibilités puisqu'elle va ouvrir ses portes au mois de septembre, mais il y a encore des disponibilités. Puis après, il y a le taux de rotation naturel d'un certain nombre de résidences étudiantes qui se situent notamment à Élancourt. On a René Cassin à Élancourt sur lequel on a eu un certain nombre de départs d'étudiants et sur lequel il y a des possibilités. Donc pour ça, il faut savoir que la communauté d'agglomération a ce qu'on appelle des droits de réservation. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de nous positionner directement des candidats. Il y a un numéro de téléphone qui peut être appelé qui est le 01 39 44 80 42. Là-dessus, on vous orientera vers un site, une adresse mail qui est donc étudiant@sqy.fr sur lequel vous pouvez faire les demandes. Et donc, il y a encore des possibilités. Donc, pas de panique. On a, lors du dernier forum étudiant samedi, on a encore des parents qui sont venus et des étudiants, on les a rassurés là-dessus. À Saint-Quentin, il y a environ 18 000 étudiants. Oui. Combien de logements disponibles pour ces étudiants-là?
Globalement, sur la totalité de l'offre sociale, Crous et privée, on est à plus de 2335 logements étudiants, en y incluant la future résidence qui va ouvrir ses portes pas très loin d'ici, à 147 places l'année prochaine. Et concernant les jeunes actifs, donc y compris les apprentis, on va arriver à un total de plus de 734 logements, en y incluant 2 livraisons qui vont arriver en 2017 sur la ville de Voisins-le-Bretonneux avec 100 logements jeunes actifs, et sur Élancourt, 100 logements également sur la Clé Saint-Pierre. Donc une offre qui se développe à la fois pour les jeunes apprentis et les jeunes actifs et pour les étudiants. Et vous le disiez, on peut vous appeler, et puis il y a un site internet aussi qui rassemble toutes ces informations-là de l'agglomération. Tout à fait. Alors, il y a un guide également, mais il y a surtout sur l'Agglo, le site de l'Agglo, vous avez les infos pratiques et avec ce guide qui est à disposition. Voilà. L'une des grosses inquiétudes, on le sait, quand on veut se loger, on est étudiant, c'est forcément le coût, le loyer. Là, bonne nouvelle, il y a des aides évidemment. On va commencer par l'une d'entre elles, peut-être la plus connue, Laurence Cousin, vous qui avez l'habitude d'informer les jeunes là-dessus, l'APL. Tout le monde est éligible à l'APL ? Alors là, effectivement, ça dépend effectivement du profil du jeune, de ses ressources, etc. Le plus simple, c'est effectivement de les diriger sur le site de la CAF. Parce que là, justement, la CAF a bien redéployé le site internet. Que ce soit d'ailleurs, on a fait, comment dirais-je, une réunion de professionnels information jeunesse avec la CAFI pour justement être vraiment dans la possibilité d'accompagner au mieux les jeunes sur les différents dispositifs. Et le logement en fait partie. Ils peuvent faire des simulations, ce qui leur permet vraiment d'anticiper sur le budget logement à venir. Donc l'APL, c'est l'aide personnelle au logement. Oui. Il y a aussi peut-être moins connu l'ALS. Voilà, exactement. Là, c'est pareil. Vous avez une petite déclinaison qui est dans le guide, qui permet de voir un petit peu à quelle population s'adressent les différentes aides. Et le plus simple, là, pour le coup, c'est d'aller sur le site internet et de faire une simulation en ligne. Alors, on continue sur ces aides rapidement avec celles qui nous permettent de payer la caution. Ça peut être un problème, mais aussi d'avoir des garants. On a le Locapass. Tout à fait. Et puis, on a la clé, la caution locative étudiante. Un mot aussi sur ces aides-là. Là, l'intérêt, c'est effectivement, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre d'accéder à un logement, parce qu'on sait qu'effectivement, la garantie, même pour les adultes, c'est quelquefois très très compliqué d'avoir un garant. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a un dispositif qui permet d'avancer. Alors, pas pour tout le monde, donc il faut bien vérifier qu'on soit éligible, mais d'avancer cette garantie. Et ces garanties-là, est-ce que tous ces dispositifs-là sont connus aujourd'hui des étudiants? Est-ce qu'il y a un manque d'informations? Est-ce que c'est simple d'en bénéficier concrètement? Alors concrètement, c'est vrai que tout le monde n'est pas informé, mais c'est justement l'intérêt de pouvoir être informé et accompagné. Alors je vais faire la promotion du réseau Information Jeunesse parce qu'on est vraiment là pour ça. Et après, on va leur donner soit les partenaires références. Si on prend la thématique du logement, on connaît très très bien tous les partenaires, quels qu'ils soient, que ce soit le CLAGE, la DIL pour les questions plus juridiques, ensemble de générations. Et enfin voilà. Et donc, on est en capacité, puisqu'on s'adapte à la demande du jeune qu'on a en face de nous, de le diriger vers les bons interlocuteurs. Denis Gézégou, vous, c'est les résidences privées. Est-ce qu'on a le droit à ces aides-là quand on vient se loger chez vous, par exemple? Pour compléter ce que Madame dit, en effet, notre mission à nous, c'est de guider le candidat et de lui proposer ce qui peut lui profiter. Donc, évidemment, nous aussi, on pratique l'APL. Ce qui est quand même hyper intéressant parce qu'on sait très bien qu'un étudiant, si sur ses ressources à N-2, il n'a pas travaillé, il n'a pas eu de revenus, le taux d'APL est quand même maximum, donc c'est extrêmement intéressant. Nous, on le pratique sur l'ensemble de nos résidences. Et c'est vrai que c'est très bien cette aide parce que ça va dans le sens du logement temporaire que nous faisons, nous. C'est-à-dire la première année, généralement, vous avez un taux maximum d'APL, la deuxième année, un peu moins, parce qu'entre-temps, le locataire a pu travailler, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est aussi un cheminement qui fait que ça participe au parcours locatif. Les résidences privées, il y en a une qui va ouvrir de votre groupe bientôt à Montigny. Combien faut compter pour se loger, par exemple, chez vous? C'est vrai que souvent, on dit le privé, et puis c'est vrai, c'est plus cher. Est-ce que c'est excessivement cher, ou alors est-ce que c'est abordable? Alors, c'est vrai qu'on fait du privé, vous l'avez dit 2 fois. Espacil Habitat, c'est une entreprise privée et qui fait du logement social et qui a une règle éthique tout à fait étendue, large et qui pratique. En l'espèce, sur Montigny, qui, comme vous l'avez dit, est une résidence tout à fait particulière parce que dans le groupe Espacil, c'est la seule qui est complètement dédiée. Ces 154 logements sont en totalité dédiés à des doctorants, des post-doctorants et des chercheurs. Donc c'est quand même déjà un niveau d'études que tout le monde n'atteint pas, si je peux me permettre. Les tarifs,
que j'ai pris sous les yeux pour pas faire d'erreur, vont de 410 € à 836 €. C'est-à-dire, en gros, les premières surfaces, c'est 20-22 mètres carrés et les plus grandes surfaces, 55 mètres carrés. Les typologies, T1, T1 bis, T2. Donc, alors, ce sont des prix qui sont hors APL. Alors, en fonction des ressources à N-2, vous pouvez avoir des résiduels qui sont de 100, 150 €. C'est quoi l'avantage d'être en résidence privée? C'est peut-être d'avoir un confort supérieur, d'avoir peut-être des appartements mieux équipés? L'avantage, il n'est pas lié forcément au fait que nous soyons une entreprise privée. C'est surtout lié à la qualité du produit qu'Espace-t-il construit. Et c'est vrai que pour ceux qui ont connu les foyers à l'ancienne, avec des parties communes partagées, cuisine, sanitaire, etc., on n'est plus dans ce genre de cas de figure. C'est vrai que c'est un peu l'image généralement du logement étudiant très précaire. Aujourd'hui, mais j'espère que quand la résidence sera ouverte à partir du début septembre, vous viendrez sur place visiter la qualité du produit et surtout poser des questions aux jeunes qui s'installent et voir le plaisir qu'ils ont à s'installer dans une résidence qui non seulement est toute neuve, donc première occupation, dans un bâtiment neuf, c'est quand même de la qualité pour des prix qui restent quand même hyper raisonnables, avec une qualité de prestation qui est, sans vanter Espace-t-il Habitat, qui est quand même de la très belle prestation. Isabelle Etienne, avant de vous donner la parole, Paula Deberly, combien ça coûte aujourd'hui de se loger à 50 ans en Yvelines, sachant qu'en moyenne, le logement, ça représente plus de 50% d'un budget d'un étudiant, c'est 55% en Ile-de-France. Pour se loger à Saint-Quentin, il faut prévoir globalement combien, puisque ça dépend de la taille du logement et puis de là où on se loge. Exactement. Il y a une fourchette, j'imagine. Alors, on est à peu près, je dirais, dans les tarifs. On a aussi des résidences étudiantes qui sont plus anciennes que d'autres. Ce qui fait qu'on peut arriver entre 350, je vais dire, au niveau du plus bas, et tout dépend de la surface, à 450, 500, en fonction aussi du fait qu'on peut avoir des grands logements à grande taille, puisqu'on a soit des studios à 18 mètres carrés, on peut arriver jusqu'à 32 mètres carrés quand même. Donc, voilà, tout dépend, on est dans cette fourchette-là, puis après on a les résidences privées, on est un tout petit peu au-dessus, on est à 550 € pour un logement. Mais je dirais qu'aujourd'hui, l'offre sociale, en tout cas à prix social, est suffisamment importante pour permettre notamment aux personnes, aux étudiants les plus, je dirais ceux qui aujourd'hui ont le moins de moyens de pouvoir se loger. Et puis une autre solution existe, elle est peut-être moins connue et pourtant elle permet de faire de réelles économies, c'est le logement intergénérationnel. Concrètement, ça consiste en quoi, Isabelle Etienne? C'est quoi le logement intergénérationnel? C'est pas forcément connu, je le disais. Alors c'est vrai que par rapport à mes collègues, on est sur un concept assez innovant, puisque le logement intergénérationnel, c'est permettre à un étudiant, 18-30 ans grand maximum, d'être hébergé chez un senior à partir de 60 ans, et après il n'y a pas de limite. Mais surtout, on a développé à l'association 3 différentes formules de logement qui permettent vraiment aux jeunes d'être hébergés selon leurs besoins, leurs attentes et bien sûr leur porte-monnaie. C'est-à-dire que il y a même une formule où on peut loger gratuitement. Voilà, c'est vrai, quand j'entends des loyers 350, 400, 500, nous on ne connaît pas ça à l'association. Notre maximum dans les Yvelines, en tous les cas, c'est 350, 380 grand maximum. Et on a des étudiants qui sont logés gratuitement. En échange, ils offrent leur présence le soir et la nuit à la personne âgée. Soit les étudiants sont logés en échange de services rendus. Et là, ils donnent une centaine d'euros à la personne âgée. Soit ils n'ont pas de disponibilité. Et là, ils payent 300, 350, 380, mais vraiment grand maximum quand il faut aux être seniors. Disponible, c'est quoi le contrat? C'est de manger avec la personne? Quand ils sont la disponibilité, là, ce qu'on appelle en Formule 2, là où ils payent à peu près 100 € à la personne âgée, leur disponibilité, c'est souvent pour des jeunes qui vont être en licence, en master, qui ont un peu de disponibilité dans l'après-midi ou alors une soirée. Et là, c'est d'avoir des temps de convivialité, c'est d'aller avec la personne à un rendez-vous, voire faire une expo, pourquoi pas. C'est fermer les volets le soir, les rouvrir le matin, sortir la poubelle, des choses qu'on fait chez soi, mais voilà, on rend service à la personne âgée et en échange, le jeune bénéficie vraiment d'un tarif extrêmement intéressant. Et puis au-delà de ce tarif, l'association elle a été créée pour vraiment créer du lien entre deux générations, répondre à la problématique du logement étudiant, répondre à la solitude des seniors et vraiment faire un pont entre ces deux générations. Et puis on parle souvent de la solitude des seniors, mais la solitude des étudiants, je pense que vous ne me contredirez pas, elle est vraiment là. Et les jeunes, ils sont ravis d'être installés chez un senior, ils ont leur chambre, ils partagent oui ou non la salle de bain, la cuisine bien évidemment, et on a vraiment des belles histoires. Alors si vous permettez...
C'est comme Je vais une montrer. colocation, on va dire, normale. Il y a des rencontres, il y a un genre de dating pour voir si ça colle, si ça Oui, match, si on a les mêmes affinités Mais intellectuelles le ou but, autres. c'est que nous, on crée on rencontre chaque étudiant, on va visiter chaque personne à son domicile, et puis le but, c'est de créer l'alchimie du binôme presque parfait, puisque on tend vers la perfection. Et je vous ai apporté un livre qu'on vient de sortir à l'occasion des 10 ans de l'association, où il y a 22, voilà, dans ce livre, vous avez 22 binômes qui illustrent leur cohabitation dans des conditions toutes différentes, mais avec vraiment des très, très belles histoires. Est-ce que ça intéresse les jeunes? Est-ce que les jeunes sont de plus en plus intéressés par ce type de logement? Est-ce que Écoutez, aussi c'est conseillé à tout le monde concrètement? Ou alors faut alors, avoir tous une... les jeunes ne sont pas faits pour la cohabitation intergénérationnelle. Certains vont vraiment apprécier d'être indépendants dans des foyers. D'autres ne vont pas forcément être touchés par la présence d'un ancien. Et puis d'autres vont vouloir que ça, dire moi je veux être chez une personne âgée parce que j'ai jamais vraiment connu mon grand-père ou ma grand-mère et je voudrais savoir quelle va être la transmission que je vais vivre avec un ancien. Et ceux-là viennent à nous. Et cet après-midi, entre ce matin et cet après-midi, j'ai rencontré 5 étudiants en une journée. Donc, vous voyez, il faut vraiment essayer de caser tout le monde. Donc là, on a encore des possibilités, donc on en est ravis. Et puis, toute l'année, en fait, les seniors nous proposent des chambres. Pour X raisons, on rentre des nouvelles chambres. Donc, on peut héberger des jeunes en milieu d'année, ceux qui sont peut-être mal logés au démarrage, ceux qui arrivent en master en janvier. Enfin, voilà, on est vraiment open. Paula de Berly, Laurence Cousin, est-ce que ce type d'offre assez originale, les jeunes viennent vous voir, vous en parlent, vous posent des questions? Par exemple, Laurence Cousin, vous, à Yvelines Information Jeunesse, est-ce qu'on vient se renseigner sur le logement intergénérationnel? Alors, pas forcément spontanément, mais c'est justement nous qui, éventuellement, encore une fois, comme on prend le temps de discuter avec le jeune, de connaître sa situation, effectivement, comme vous le disiez, c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas une formule qui convient à tout le monde, mais on arrive à vérifier et puis on le propose. En fait, nous, l'idée, c'est d'avoir un panel large de propositions et après d'affiner avec le jeune et de voir ce qui pourrait lui convenir. Donc après, on l'incite à aller voir les personnes en direct pour effectivement prendre un contact et vérifier si c'est la bonne formule ou pas. Alors de même, nous, on n'a pas effectivement ce type de demande. On a plutôt, par rapport, comme vous le disiez, c'est d'offrir un panel assez varié. On a des étudiants qui veulent aller en résidence universitaire. Puis on a des étudiants qui préfèrent aller soit en chambre chez l'habitant, avec notamment à travers le site Locavise, soit d'aller, de vraiment avoir un coco familial, parce que pour certains, ils partent très jeunes, très loin. Et donc le fait d'avoir cette possibilité et cette variété d'offres de logement aux étudiants, je trouve ça très intéressant, parce que du coup, ils arrivent tous avec des histoires différentes et avec des parents aussi différents. Nous, on les a rencontrés au Forum Logement. Il y a des parents qui sont très préoccupés de laisser leur enfant dans une résidence universitaire au milieu de plein d'étudiants qui vont faire la fête. Vous avez les étudiants en médecine qui recherchent plutôt du calme. Donc voilà, on a la richesse de ce territoire, c'est aussi ça, c'est de pouvoir offrir tout ça. Quelle est la différence concrètement entre une chambre chez l'habitant et puis un logement intergénérationnel? À part peut-être l'âge de la personne chez qui l'on vit, mais c'est... Il y a l'âge de la personne, certes, mais comme je vous l'ai dit, l'association a été créée pour vraiment faire du lien entre ces deux générations. Et c'est vrai que c'est important. Et moi, j'ai beaucoup de jeunes qui sont saisis par les histoires des personnes âgées avec qui ils vivent. Ils échangent beaucoup. Et du coup, il n'y a plus cette relation enfant-parent. On saute une génération. Et du coup, les liens sont assez, on va dire, détendus. Et quand je vois tout ce qu'on nous raconte, quand on fait le bilan en fin d'année ou en milieu d'année, quand on prend des nouvelles, parce que ces binômes, on les suit pendant l'année. Au mois de décembre, pour information, on fait ce qu'on appelle le dîner des étudiants. On reçoit tous les étudiants de Paris et d'Île-de-France. On les reçoit tous à Paris à dîner. Et je peux vous dire, c'est une soirée mais absolument géniale, où tous les étudiants se découvrent, se disent, tiens, ben, on est en fac ensemble, mais je ne sais pas que tu étais logé par ensemble de générations. Et puis, ils échangent tous leurs histoires. On a plein de petits mails en ce moment de remerciements, et pour nous dire, ben, vraiment, ça a été une belle année. Et là, vous parliez tout à l'heure des étudiants en médecine. Moi, j'en ai une qui était logée, mais pile en face de la fac. Elle mettait 3 minutes pour y aller, cocoonée par la dame qui prenait des soins d'elle le soir, mais sans en rajouter, mais 10 minutes de dialogue. Après, chacun retournait, en tous les cas, mon étudiante repartait travailler. Et c'était très rassurant pour les parents. Une autre solution peut-être à évoquer avec vous, la colocation. Est-ce que là aussi, c'est un peu comme le logement intergénérationnel? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est vraiment moins cher, Laurence Cousin? Alors, j'allais dire attention à la colocation, ce qu'on met derrière ce mot. Parce que si on parle de réglementation, la colocation au sens strict du terme, il faut que chaque colocataire soit inscrit sur le bail.
On parle pas de... Alors, il y a une sorte alors, on a du logement chez l'habitant où il y a plusieurs colocataires, mais en individuel. Donc, vous voyez, il y a plusieurs versions. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est de bien faire reformuler aux jeunes quelle est son attente et de, pas le mettre en garde, mais en tout cas de lui dire attention à telle et telle démarche, de ce que vous allez signer, de quel type de contrat vous allez signer. Parce que quand vous faites de la, entre guillemets, vraie colocation, donc chacun est sur le bail, si un jeune va faire un stage loin et qui part, il faut trouver un remplaçant parce qu'autrement, financièrement parlant, il va y avoir une difficulté assez rapidement. D'accord, mais si le bail est rempli, par exemple, pour 4 personnes, c'est intéressant financièrement d'être en colocation. Effectivement, ça peut, bien sûr, ça peut être, ça C'est fait vrai que partie si on est des en médecine, pistes. peut-être pas. Voilà. Et la colocation, est-ce que c'est quelque chose que vous faites, vous, par exemple? On le pratique, mais à la marge. Parce qu'il y a des craintes, c'est vrai qu'on peut craindre parfois en colocation que ce soit un peu trop la fête, que ce soit gênant pour les voisins. C'est l'idée reçue qu'on peut avoir comme ça. Les étudiants logés individuellement savent faire la fête aussi. Mais en fait, il y a de la demande pour tous les publics. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'on entend, c'est qu'il y a une multiplicité d'offres et dans tout ce choix, chacun trouve son bonheur. Et ce que dit Madame par rapport justement à la convivialité et tout ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Nous, on pratique un peu aussi, mais sûrement pas à la même échelle. Mais on peut tirer intérêt des expériences des autres pour les mettre en œuvre aussi chez nous. Une autre solution peut-être moins connue, ou en tout cas qu'on ne connaît pas comme ça pour les jeunes, c'est les logements pour jeunes actifs ou les résidences sociales. Elles sont accessibles aussi, et notamment à Saint-Quentin, pour les étudiants. Alors, notamment, il y a effectivement ce qu'on appelle les résidences jeunes actifs, on en parlait tout à l'heure, qui sont destinées soit aux jeunes salariés qui arrivent sur le territoire, les apprentis, du coup, et également les stagiaires. Parce que là, on parle des étudiants qui arrivent au mois de septembre, et puis nous, à partir d'avril, on commence à avoir des appels de stagiaires qui viennent faire leur stage sur une entreprise du territoire. Et donc, il y a aussi cette offre-là auquel il faut répondre. Et donc, il y a la résidence jeunes actifs, il y a la résidence étudiante qui permettent aussi de répondre à ce besoin. Résidence jeunes actifs, il faut avoir un emploi, tout simplement, et donc soit être apprenti, soit être jeune salarié. Et ça, c'est aussi une solution. Laurence Cousin. Pour compléter, je me permets, puisqu'on est en partenariat avec la direction départementale de la cohésion sociale depuis l'année dernière, donc Yvine Information Jeunesse, et on va essayer de déployer au bureau et point Information Jeunesse du département, sur ce qu'on appelle le contingent préfectoral, qui concerne des jeunes qui ont un minimum de ressources, effectivement, donc qui peuvent être apprentis notamment, et qui donc concerne les résidences jeunes actifs, foyers de jeunes travailleurs. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un service supplémentaire qu'on leur propose. Et pour terminer aussi, on a un service J-Loge, qu'on appelle J-Loge, où là, on met en relation les propriétaires des jeunes, quel que soit leur statut. Alors nous, on a eu 40 ans d'activité à Versailles, donc c'est vrai que c'est principalement sur le bassin de Versailles, mais c'est aussi une possibilité. Bon, on a 35 logements aujourd'hui qui sont proposés donc pour les jeunes qui seraient intéressés. En tout cas, on le voit sur le bassin de Saint-Quentin, beaucoup d'offres, beaucoup de possibilités pour tout type de logement, pour tous les types d'étudiants et toutes les attentes. Là, je vais vous poser une question maintenant, puisqu'on approche de la fin de l'émission, une question pour les spécialistes du logement que vous êtes plus ou moins chacun, et d'essayer de voir quelle autre solution on pourrait mettre en place. On sait que c'est difficile, que les politiques ont du mal généralement à lancer des constructions. À chaque fois, on fait des plans, plan 40 000 logements lancé en 2013, mais qui est difficile à mettre en place et les objectifs difficiles à atteindre. Quelle autre solution existe aujourd'hui? Par exemple, on sait qu'en HLM aujourd'hui, on ne peut pas prendre d'étudiants, loger d'étudiants en HLM. Si, on peut. Alors, je me suis trompé. Allez-y, rattrapez-moi. Non, mais si je me suis trompé, il faut le dire aux téléspectateurs. La loi MOL qui permet à des étudiants de moins de 30 ans d'être hébergés chez les bailleurs sociaux. Donc ça aussi, c'est possible. Tout à fait, bon c'est possible. La sous-location est possible chez les bailleurs sociaux grâce à cette loi MOL. D'autres solutions peut-être envisageables? Je ne sais pas, par exemple, un plus grand soutien de l'État quand il s'agit de soutenir des loyers qui sont peut-être difficiles. À Saint-Quentin, ça va, mais c'est vrai qu'à Paris ou en proche banlieue... À Versailles, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années... C'était abordable encore. Non, mais je trouve que ça s'est développé, notamment pour les étudiants. Bon, il y a un effort qui a été quand même fait, je pense qu'il faut quand même le signaler. Après, c'est peut-être pour tous les jeunes, puisque, encore une fois, il y a peut-être pour les jeunes travailleurs, où on parlait de social, d'accessibilité, mais il y a eu un effort de fait quand même sur les propositions en termes de logement. Moi, je pense
excusez-moi, je pense Allez-y, souvent allez-y. aux les primo-salariés qui ont des périodes d'essai de 3 mois, 6 mois, voire renouvelables. Pour eux, c'est très difficile. Ils arrivent, ils n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une caution de la part des parents. Donc là, il faudrait que l'État nous aide parce que ces On n'est jeunes... plus étudiant, mais on l'est On encore n'est un plus petit peu quelque étudiant, part. oui, mais c'est vrai que ces primo-salariés, ils ont vraiment besoin d'être aidés pour démarrer un job, parce que quand on décroche un job, c'est quand même extrêmement important. Voilà, on saute le pas dans la vie active, il faut vraiment les soutenir. Pour cette Denis Gézégou? Ouais, non, ce qui est intéressant, c'est l'intergénérationnel, en fait. Il faudrait peut-être réfléchir sur la possibilité de réorganiser les financements pour sortir davantage de projets, parce que je pense qu'il y a une vraie demande là-dessus, et c'est intéressant en termes de cohabitation des générations, justement. Paula de Berly, peut-être, vous vouliez conclure ou au moins rappeler le site internet pour Alors, le pour site 50 ans. internet pour 50 ans en Yvelines, surtout à partir du moment où il y a une question, une demande, ne pas hésiter à appeler l'agglomération. Moi, ce que je voulais rappeler, c'était qu'on a des droits de réservation, ce qui est important parce qu'on peut positionner directement des candidats, à la fois les étudiants, les apprentis et les jeunes actifs. Donc ça, c'est une force de l'agglomération et dire qu'on continue à développer notamment les résidents jeunes actifs pour les primo-salariés, pour leur permettre d'arriver et d'être proches de leur travail, puisque c'est aussi un des enjeux de l'agglomération, c'est le rapprochement habitat-emploi, et le premier, celui des jeunes actifs notamment. Voilà. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission et puis d'avoir apporté des réponses et des solutions sur cette problématique du logement étudiant. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous.